je m'interroge sur la validité même de la notion d'utopie médiévale. C'est un problème qui t'a intéressé, toi aussi. Le christianisme, de façon générale, tolère-t-il des utopies? Il me semble que si l'on compare par exemple l'âge d'or des anciens, qui était véritablement une utopie, et la Genèse, le paradis, qui sont un héritage judaïque, mais qui ont évidemment eu une importance considérable dans le christianisme médiéval, il me semble qu'il s'agit d'autre chose. Parce que, en particulier, ce n'est pas un lieu qui n'est situé nulle part, c'est un lieu dont on sait qu'il existe dans le ciel, et c'est un lieu qui ne possède pas ce caractère essentiellement imaginaire des utopies. Les utopies médiévales existent, à une exception près, et là nous nous sommes rencontrés sans problème avec Hilario Franco Jr., qui est le pays de Cocagne, qui m'apparaît comme la seule véritable utopie médiévale, auquel il a consacré un très beau livre qui va être traduit en français, et je m'en réjouis, qui a déjà été traduit en italien. Et le pays de Cocagne, lui, est sans nul doute ce type de pays dont on ne retrouve jamais la trace et l'entrée, parce que c'est véritablement un pays imaginaire. D'autre part, c'est un pays dans lequel on situe précisément l'ensemble des désirs que l'on ne peut pas satisfaire sur Terre. Et s'agissant du christianisme, il me semble que le pays de Cocagne, apparu comme on sait dans un fabliau au milieu du XIIIe siècle, n'est pas seulement, comme c'est resté dans l'imaginaire, je dirais presque universel, car le pays de Cocagne a eu un grand succès, le pays où la nourriture vous tombe toute cuite, toute rôtie dans la bouche, mais un pays qui corrige des éléments de la vie humaine qui posent le plus de problèmes et qui causent sans doute le plus de difficultés aux humains. Je veux parler d'une part du travail. Je me suis intéressé au développement d'une sorte de mythologie, je ne dis pas utopie, du travail à l'intérieur du christianisme. J'ai cru déceler un des grands changements des attitudes du christianisme et de l'Occident en général vis-à-vis du travail, considéré d'abord comme une pénitence, telle que cela se présentait en particulier dans le monde monastique, et qui était une lecture de l'Ancien Testament, de la Genèse. C'était plus, je dirais, qu'une pénitence, c'était un châtiment. C'était une punition. Et puis, il me semble que le travail est devenu non seulement un moyen de salut, mais plus encore, un moyen pour l'homme de devenir une sorte de co-auteur du monde avec Dieu. Et je crois que ce grand changement s'est surtout imposé au XIIe siècle,
qui, comme on le sait, est le siècle où le christianisme, qui avait surtout vu comme modèle de l'homme le malheureux Job, humilié, s'humiliant devant Dieu, a insisté sur une autre affirmation de la Genèse dans laquelle on soulignait que l'homme avait été fait à l'image de Dieu. Or, Dieu apparaissant d'abord comme un créateur, et comme un créateur qui s'était fatigué, puisqu'il avait éprouvé le besoin le 7e jour de la création de se reposer, il avait donc travaillé, et le travail n'était pas exclu de la personne divine, de l'action divine, et travailler n'était plus une pénitence, un châtiment, une humiliation, même s'il le restait dans une certaine mesure, mais devenait cette collaboration, collaboration, le mot est lui-même significatif, travailler avec, à l'œuvre créatrice de Dieu. Jacques, Alors l'autre préoccupation qui apparaît sous une forme utopique et, à mon sens, peut-être encore plus importante dans le pays de Cocagne, c'est que le pays de Cocagne est presque une négation du calendrier chrétien. Or, on le sait, la maîtrise du temps est un des aspects les plus importants des civilisations. Et l'instrument, le principal instrument de cette maîtrise du temps, en dehors des outils, des instruments qui servent à le mesurer, c'est le calendrier. Or, ce pays de Cocagne, où il y a très peu de carême et beaucoup de carnaval, où il y a beaucoup de jeudis, la semaine des 4 jeudis, jour qui était le jour de repos, avant que l'Occident moderne, oui, mais et dans le cadre scolaire, fasse passer le jour de repos du jeudi au mercredi. Donc il y a eu le jeudi a été détrôné, alors qu'il est au contraire exalté dans le pays de Cocagne. Et il me semble donc que nous avons là une véritable utopie, et que lorsqu'on se demande, comme tu l'as fait d'ailleurs avec plus de pertinence et d'attention que moi, s'il y avait au Moyen-Âge des idées antichrétiennes ou parachrétiennes, il me semble que le pays de Cocagne est le témoignage qu'au moins dans certains milieux où je pense que on voisinait et on agit ensemble, à la fois des esprits tout à fait simples, ce que l'on appelle la culture populaire, terme difficile, et aussi des intellectuels, qu'il y a eu en fait une réflexion critique sur le système chrétien, et que par conséquent, il ne faudrait peut-être pas voir jusqu'au XVe siècle une acceptation complète de l'enseignement de l'Église en dehors des hérésies, car il s'agit là, me semble-t-il, de mouvements qui ne sont pas des hérésies. Les utopies ne sont pas des hérésies. Le pays de Cocagne n'est pas une hérésie. Et les Brésiliens, me semble-t-il, avant le beau livre d'Hilario Franco Junior, ont été sensibilisés à ces phénomènes par
leur proximité avec les traditions populaires. On sait que, de façon générale, le Brésil est un pays dans lequel les masses populaires, souvent d'ailleurs dominées d'une façon très cruelle, mais qui se rebellent, qui savent trouver même des leaders politiques importants, ont été très présentes sur la scène sociale et sur la scène culturelle. Et je pense donc que l'exemple de nos collègues et de nos amis brésiliens nous aide à mieux voir ces problèmes qui m'ont spécialement intéressé et qui sont un des contenus, à mon avis, les plus intéressants de ce que nous avons appelé, et je crois avoir été un des premiers à le faire, l'anthropologie historique. Et par conséquent, si j'avais pu me rendre au Brésil, j'aurais eu le sentiment de me rendre dans une des terres nutricières de l'anthropologie historique. D'autre part, j'ai été, je ne l'ai pas caché, je l'ai revendiqué, j'ai eu des influences de mes lectures et des réflexions marxistes de ma jeunesse, et en particulier dans le domaine de la lutte des classes. Certes, c'est un problème pour le médiéviste, parce que, tu le sais aussi bien que moi, peut-on parler de classe au Moyen-Âge? On en a discuté, je pense qu'on en discutera encore, mais il me semble qu'il y a au Brésil des conflits sociaux qui montrent aussi à la fois la chaleur, mais la complexité et les influences dans l'histoire sociale et politique de ces conflits sociaux. Et là, j'ai lu assez tôt un ouvrage dont j'ai rencontré l'auteur, et je regrette infiniment qu'il ait disparu prématurément. Il s'agit de José Luis Romero, qui, dans son très beau livre sur la bourgeoisie médiévale dans le monde médiéval, a, je crois, mis en valeur d'une façon plus pertinente, plus nuancée, tout en étant très ferme, ces luttes sociales qui sont un des aspects, je crois, le plus important de la dynamique médiévale. Je crois que toi et moi, de façon générale, nous sommes persuadés que le Moyen-Âge n'a pas été une longue période apathique, mais a été au contraire une période vivante, une période créatrice, qu'il y a une dynamique sociale et que la bourgeoisie, par exemple, comme l'avait bien senti José Luis Romero, est un des aspects de cette dynamique sociale, d'autant plus que l'on sait que le développement de la bourgeoisie n'est pas seulement un phénomène social, mais que c'est aussi un phénomène culturel, et que par les relations étroites qui ont existé entre les ordres mendiants et les catégories sociales bourgeoises, ça a été aussi, on peut dire, un phénomène religieux. À cet égard, donc, me semble-t-il, le Brésil, dans son histoire, je ne veux pas dire du tout
que l'histoire du Brésil, c'est une histoire médiévale attardée, pas du tout. Mais je veux dire qu'il y a des structures, des phénomènes, des évolutions qui permettent de mieux voir ce qui s'est passé dans notre Moyen-Âge européen, occidental, et ce n'est pas un hasard si ce sont des historiens ou des auteurs brésiliens qui l'ont le mieux exprimé. Je pense aussi à ces savants, parmi lesquels les femmes ne sont pas absentes, loin de là, qui ont concouru d'une façon forte, féconde et originale à cette irruption, si je peux dire, de l'anthropologie historique dans l'histoire. Je me rappelle avoir lu avec passion les travaux de quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a très longtemps, qui est Maria Isaura Pereira de Queiroz, qui a éclairé ma lecture de textes et de phénomènes médiévaux, et il m'a semblé que probablement ces populations, je ne sais s'il faut dire sud-américaines, parce que même s'il y a à l'évidence une communauté de situations, d'évolution, d'histoire entre les pays issus d'une part des fondements indiens anciens, puis de la colonisation espagnole et portugaise, il me semble que le Brésil présente une très grande originalité à l'intérieur de cet ensemble. Justement, sur ces relations entre la France et l'Amérique du Sud et les différents pays, il y a actuellement une nouvelle génération qui travaille et que l'on rencontre. On a mis au point des rencontres annuelles sous le titre « Le Moyen-Âge vu d'ailleurs » et qui est l'occasion de petits colloques. L'un a eu lieu à Auxerre, en France, un autre à Buenos Aires, et le prochain aura lieu à Madrid. Et cela selon une figure triangulaire. Les Argentins, les Brésiliens et les Français dialoguant à trois, ce qui est assez nouveau et qui permet justement des rencontres sud-américaines en passant par ce... En effet, sans avoir pu malheureusement y participer, je suis au courant et il me semble que cette activité est très heureuse. Et je pense en effet que, à côté du Brésil, et selon aussi, je pense, des particularités, l'Argentine est un pays riche, intéressant, à la fois par son histoire et par son activité de recherche, son activité universitaire, ses publications, ses revues, pour mener cette recherche à trois. Et qui est passionnante. Bon, là, je fais un petit cursus dont je ne sais pas s'il est pertinent, mais nous savons que un de nos jeunes collègues, pour qui nous avons beaucoup d'estime, vient d'ébaucher un travail de ce genre avec un autre pays de l'Amérique latine, c'est Jérôme Bachet pour le Mexique, et donc je vois dans l'avenir, dans l'internationalisation que nous souhaitons tous, dans la clarté et la démocratie, des rapports aussi professionnels, scientifiques, culturels entre les divers pays, le dialogue Occident-Amérique latine, je pense, a des chances d'être un dialogue extrêmement fécond, et je me réjouis de ce que le Moyen-Âge
a des chances d'y être assez présent. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que j'ai vu encore récemment un ouvrage par ailleurs très intéressant et de très bonne qualité, une histoire du corps, qui commence au XVIe siècle. Or, dans nos civilisations occidentales, et là ce serait passionnant de voir ce qui se passe en Amérique latine, avec son passé précolombien, comment peut-on parler de l'histoire du corps sans aller d'abord et l'Antiquité et le christianisme. Il me semble qu'il y a là une erreur qui malheureusement frappe de plein fouet une entreprise par ailleurs très intéressante. Oui, il y a aussi les histoires de la philosophie qui parlent de l'Antiquité et qui bondissent par-dessus le Moyen-Âge pour recommencer à la Renaissance. Ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins en moins. Mais et là, ça venait aussi de ce qu'il n'y avait pas de bonne réflexion, de bonne analyse sur les rapports entre théologie et philosophie. Et chaque fois que le mot philosophie n'était pas prononcé, on faisait comme si ça n'existait pas. Et puis l'idée que la philosophie aurait été en Occident pendant pratiquement tout le Moyen-Âge, la fameuse servante en Scylla de la théologie, a amené cette lacune que tu dénonces à juste titre. Et erreur que ne feraient pas nos amis brésiliens. Alors tu viens d'évoquer l'intérêt d'un regard décentré sur le Moyen-Âge, donc le regard de nos amis brésiliens et l'intérêt que nous trouvons à leurs travaux, parce que justement ils nous permettent de voir les choses autrement que selon nos propres habitudes. Et puis tu as évoqué plusieurs thèmes très importants de ton travail. D'abord la prise en compte de la dynamique sociale dans toute forme d'histoire, d'abord, puis ces thèmes du temps, du corps, de la culture populaire. Ce sont des thèmes que tu as, parmi d'autres, traités pendant toute ta carrière. Alors, est-ce que tu pourrais dire un petit peu ce qu'a été ce travail pour toi, disons, dans un regard rétrospectif? Tu viens de publier encore toute une flopée de nouveaux livres en 2003, 2004, même 2005, il y a un livre en préparation sur les héros du Moyen-Âge. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, comme tu veux, dire comment tu vois ton travail? Avant d'essayer de répondre à cette question, qui, bien qu'elle me touche de près, n'est pas facile, je voudrais dire encore un mot de quelque chose qui me semble, en tout cas qui pour moi, a rapproché les réalités sud-américaines et en particulier brésiliennes et les réalités médiévales. C'est la nature et la place des marginaux. Quand je lis, et ce sont des phénomènes sur lesquels on lit souvent et beaucoup, que l'on voit dans les médias, le problème des favelas. Je pense au fait que c'est surtout dans les villes, dans une certaine mesure aussi dans les campagnes, mais là, une première étude a été faite par les médiévistes occidentaux sous le signe de la pauvreté. Le couple est un couple très important et très intéressant. Pauvreté, marginalité. Oh, mon processus, si je peux dire, mon mouvement a été relativement simple et je dirais presque banal. Très tôt, je ne me suis pas contenté de voir que l'on essayait de définir, de décrire
une civilisation, une époque, à la fois par ce qui était central et ce qui était dominateur. Il m'a semblé que il fallait regarder dans les périphéries, aussi bien les périphéries territoriales que dans les périphéries sociales, pour voir apparaître ceux qui n'avaient pas la voix à la parole. Nous savons que l'histoire se fait sur des documents. Et nous savons que malheureusement, les documents sont en général aux mains des puissants, aux mains de ceux qui ont le pouvoir et l'argent. Pour les périodes anciennes, on est allé chercher des documents en particulier dans l'archéologie, et les médiévistes occidentaux se sont mis aussi à demander enfin tardivement des témoignages à l'archéologie. Mais au Moyen-Âge, il y a une certaine expression des couches dominées qui ont le double intérêt, me semble-t-il, d'être en général majoritaires, et d'autre part, d'attendre, je crois que Lucien Febvre l'a dit, et sur ce point, je ne suis pas hostile à une certaine image de l'historien, je vais lâcher un mot horrible, comme justicier. Et je crois que l'historien a le droit et même le devoir, bien entendu, s'il le fait selon des méthodes à la fois rationnelles et scientifiques, d'essayer de retrouver la parole de ceux à qui on a voulu la couper. Et un des grands événements du Moyen-Âge, c'est justement, par divers moyens, un accès des couches moyennes et inférieures de la population à l'expression. En particulier, me semble-t-il, de deux façons. D'une part, par une certaine expression orale, ensuite par les traditions. Et tu te rappelles que nous nous sommes, par exemple, très tôt intéressés à un phénomène qui n'est peut-être pas un phénomène central dans les sociétés anciennes, mais qui avait l'intérêt de montrer comment on peut faire une place dans le domaine historique à des phénomènes qui étaient jusqu'alors relégués dans cette sorte de dépotoir que l'on appelait le folklore, et nous avons donc organisé un colloque sur le Charivari qui a donné lieu à un ouvrage. Bien entendu, à côté du carnaval de Rio, le Charivari, c'est pas grand-chose. Mais je crois que nous avons là des phénomènes qui vont un peu dans le même sens. Un anthropologue avec qui nous avons eu des rapports étroits et qui vient encore de publier récemment un très beau livre qui est Jean-Michel Milcher, a attiré l'attention dans notre séminaire sur un phénomène culturel très significatif qui est la danse. Et là encore, je vois un rapprochement entre affleurer le Brésil. Et puis, il y a bien entendu quelque chose que tu connais beaucoup mieux que moi, ce sont les images. Ce sont les images, et alors que, me semble-t-il,
dans l'art antique, le peuple n'est pas très présent. Dans l'art, je dis l'art, mot que je n'aime pas beaucoup pour diverses raisons, je préfère dire comme toi, l'image, les images. Dans les images médiévales, je vois justement apparaître le peuple et je pense que le Brésil est un immense réservoir d'images historiques, sociales, culturelles. Je me suis donc intéressé à ce que l'on n'atteignait pas par les documents qui nous étaient normalement enseignés à l'université et qu'on nous proposait comme étant la base solide de l'histoire. Assez rapidement, et de plus en plus en vieillissant, je me suis intéressé à cette part de la mentalité, mot qui m'a intéressé parce qu'il faisait bouger justement le vieux vocabulaire épistémologique, mais qui avait à mes yeux un aspect malgré tout trop fluide. C'était bien d'introduire de la fluidité, mais pas trop. Et puis alors, il y a eu quelque chose que j'ai trouvé tout à fait catastrophique, et j'espère bien que les Brésiliens n'ont pas lu dans ce que j'ai pu écrire là-dessus des suggestions. On a fait, ça s'est produit à l'époque du grand reflux du communisme qui a entraîné un reflux du marxisme. Et aux yeux du vulgum pecus, y compris aux yeux d'historiens qui auraient quand même pu être plus instruits et plus intelligents, le marxisme a été plus ou moins résumé dans l'idée que l'économie était la base de tout. Alors, ça, c'était pas possible. Non, l'économie n'est pas la base de tout. L'économie, c'est très important. Je crois que sur ce point, une majorité de médiévistes brésiliens et les médiévistes que nous sommes sont d'accord, mais c'est un complexe de phénomènes, de directions, de concepts, de méthodes qui font dépasser à l'histoire traditionnelle le caractère assez superficiel, théorique, plat qu'elle avait. Je n'irai pas jusqu'à dire, parce que c'est aussi une histoire dangereuse et qui demande à être mieux maîtrisée qu'elle ne l'a été, une histoire des profondeurs, à la manière d'Alphonse Dupron, mais je dirais une histoire de l'imaginaire. Elle a d'abord, pour moi, l'avantage d'inclure le mot image, mais en lui donnant des proportions beaucoup plus grandes, parce que l'imaginaire ne se traduit pas forcément en image précise, en image matérielle. Et d'autre part, l'imaginaire, il y a une phrase célèbre qu'il faudrait un peu élaborer, je crois, pour en faire un précepte épistémologique, c'est « l'homme ne vit pas seulement de pain ». Bon, alors, l'historien, ce n'est pas la parole de Dieu qui est son but, ni son outil. Mais je crois qu'il doit certes être l'historien du pain, et je crois qu'il doit garder ce qui vient notamment du marxisme sur l'importance
de la base économique des sociétés, mais il vit aussi de l'imaginaire. Et j'ai essayé de montrer, d'expliquer de plus en plus l'importance de cet imaginaire. Je l'ai fait de diverses façons, en particulier en m'intéressant à deux phénomènes, dont au moins l'un a retenu aussi ton attention, c'est le rêve. Bon, là, je reprenais d'une certaine façon une tradition ancienne. On ne peut pas faire une histoire de l'Antiquité sans faire une histoire de l'oniromancie. Mais ce n'est pas à proprement parler l'oniromancie, qui est un phénomène relativement savant. L'oniromancien, c'était le psychanalyste de l'Antiquité. C'était véritablement la prise en charge des rêves. Et ce qui était passionnant, qui a été passionnant pour moi, c'est de voir que, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, l'imaginaire, loin de diluer les conflits sociaux, les affrontements sociaux dans des rêveries, était en fait un aspect de ces conflits et pouvait même les irriter, si je peux dire. Et c'est pour cela que j'ai essayé de mettre en valeur ce que j'ai appelé une démocratisation des rêves. Et là, je dois dire que, même si je n'ai pas réussi aussi bien que je l'aurais voulu dans cette tentative, je suis heureux d'avoir montré que rêve et histoire sociale, loin de se tourner le dos, loin de se combattre, s'avance. Alors, il y avait donc les rêves, l'espace et le temps. J'ai déjà fait une allusion tout à l'heure à propos du pays de Cocagne, de l'importance du calendrier. Je me suis aussi beaucoup intéressé à l'espace et au temps en étant frappé par plusieurs caractéristiques de cette orientation. D'abord le fait que l'espace et le temps sont liés. Dans la réalité, les hommes vivent des espaces-temps, car un espace ne se vit, ne s'appréhende, ne se transforme éventuellement qu'à travers des déplacements. Et ces déplacements m'ont amené jusqu'au voyage, et les voyages m'ont emmené loin. J'y reviendrai. Un exemple d'espace qui m'a intéressé, c'est la forêt. C'est la forêt parce que c'est le type même, semble-t-il, de l'espace multivoque. La forêt, c'est un espace économique, et il y a donc tout ce qui est exploitation de la forêt, et une partie importante de l'économie médiévale était fondée sur l'exploitation de la forêt, depuis la cueillette jusqu'à la menuiserie, jusqu'à la forge. C'est un grand lieu économique. Ensuite, la forêt est un lieu social. Et Marc Bloch avait écrit déjà des pages inoubliables sur les hommes de la forêt, les charbonniers, les boisilleurs, etc.
On avait évidemment avant moi parlé d'une autre dimension, mais je m'y suis particulièrement intéressé, c'est la dimension symbolique. La dimension symbolique, c'est que la forêt est un lieu de refuge de deux types de personnages très intéressants, très représentatifs de la société médiévale. Il y a d'une part le brigand. Il y a d'une part le brigand, et puis il y a d'autre part l'ermite. Et cette coexistence dans la forêt du brigand et de l'ermite m'est apparu comme l'exemple même de la façon dont les hommes utilisent l'espace à des fins qui sont des fins, je ne voudrais pas dire hétérodoxes, parce que ceci n'a rien de précis à voir avec les hérésies, mais à des conduites plus ou moins anormales, mais très révélatrices. Mais très révélatrices. Très révélatrices parce que on a défini la société médiévale comme un monde de violence. Bon. On a, me semble-t-il, exagéré, car on a souvent voulu y voir seulement ça. On a défini la féodalité comme une violence à peine codifiée. Il reste que la violence, certainement, faisait partie de ce que l'on peut appeler le système médiéval, davantage qu'il n'a fait partie du complexe d'autres civilisations et d'autres périodes. Mais en même temps, l'ermite était, lui, la personnification d'une dimension religieuse que l'Église, il faut bien le dire, avait cherché sinon à supprimer, du moins à canaliser très, très fortement. La solitude, parce que, laissez-moi rire, sur le cénobitisme médiéval, sur le monachisme du haut Moyen-Âge dans la solitude. Bon, d'abord, ils étaient nombreux, ensuite, ils voyageaient tout le temps, ensuite, ils recevaient des tas de gens, ensuite, ils avaient des activités qui les emmenaient en général loin de leur séminaire. C'était un symbole hypocrite, la solitude, à mon sens, du monachisme médiéval. Mais l'ermite, lui. Et le moment où j'ai eu une sorte de, je ne vais pas employer le trop gros mot, d'illumination, a été le moment où j'ai compris que dans la spiritualité, dans la mentalité médiévale, occidentale, le désert était au fond l'équivalent, non seulement symbolique, mais réel, du désert. La forêt était le désert. Pardon. La forêt était le désert. Alors là, voilà, me semble-t-il, une des façons de s'intéresser. Et puis, bien entendu, je me suis aussi intéressé au temps. Et en s'intéressant au temps, je me suis intéressé aux instruments qui permettaient de mesurer le temps. Et à cet égard, le Moyen-Âge a été d'une créativité fantastique qui a complètement remodelé la façon individuelle et collective des hommes et des femmes de vivre. Déjà, dans le haut Moyen-Âge, je dirais dans ce cas-là, je garderais plutôt au Moyen-Âge qu'Antiquité tardive qui a tendance à le remplacer maintenant, car c'est pas du tout, ça vient pas du tout de l'Antiquité. Mais au 7e siècle, en gros,
c'est l'apparition des cloches et des clochers. Alors, et ça, c'est non seulement extrêmement important pour la liturgie, et par conséquent pour tout ce qui est la religion, mais pour donner des signes, pour rassembler les populations. C'est un bruit religieux, culturel et social formidable. Mais ceci allait en une période où l'on n'avait pas besoin de bien mesurer, à une période où le nombre précisément était souvent un nombre symbolique, approximatif, où on ne connaissait pas encore le zéro, qui n'arrive commencer qu'au XIIIe siècle. Et puis on a eu besoin de mesurer davantage le temps, comme on mesurait davantage l'espace, comme on mesurait tout. Certainement, le marchand a joué un rôle important. Je ne vais pas dire que l'horloge mécanique est sortie du commerce, ce serait du matérialisme vulgaire. Mais il est certain que le commerce le développement du commerce a favorisé l'apparition de l'horloge mécanique qui véritablement a envahi tout l'Occident de la fin du XIIIe à la fin du XIVe siècle. Alors ne parlons pas, là encore, des formes d'ostentation, compris ces instruments de mesure du temps. Déjà, les instruments traditionnels exhibaient, si je peux dire, un certain prestige. Le cadran solaire n'est pas quelque chose d'innocent. Mais la cloche, bien, elle a demandé en général le clocher, le campanile, le beffroi. Et l'horloge mécanique a appelé des formes modernes de beffroi. Et j'ai ainsi, et c'est une des études auxquelles je dois le dire, dans laquelle je me suis le plus investi, qui a été un article sur Temps de l'Église et Temps du Marchand, qui était une façon de parler de cette transition du temps marqué par les cloches au temps marqué par les horloges mécaniques. Et alors, en m'intéressant à l'espace, je me suis aperçu, mais ça je l'ai su très très vite, c'est tellement évident pour un médiéviste, que pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge et pour la civilisation médiévale, tout s'élève, se termine dans le ciel, même s'il y a une contrepartie infernale dont on pourra parler, mais quand même, le ciel, c'est cet extraordinaire espace où l'Antiquité avait beaucoup apporté. L'astronomie antique, la mesure des astres, là, l'héritage de l'Antiquité est important. Mais je crois que en plaçant d'une façon définie Dieu dans le ciel, en installant dans le ciel la cour céleste, là les images sont extraordinaires. On voit donc cette cour céleste dans le ciel. Et puis alors, en peuplant le ciel d'êtres qui jouaient dans la vie quotidienne des gens et dans la vie collective un rôle de tout premier ordre, les anges et les démons. À tel point que, me laissant un peu emporter, je crois, par la plume, j'ai parlé du tintamarre épouvantable que faisaient dans le ciel les anges et les démons, l'homme et la femme du Moyen-Âge.
se trouvait rarement dans un ciel serein et muet. C'est dans cette recherche de ce que pouvait signifier l'espace que j'ai fait une petite découverte qui a été, je dois dire, un de mes plus grands plaisirs de recherche. Déplacement, espace, ciel. J'avais résolu d'expliquer en séminaire les textes qui, depuis le 7e siècle essentiellement, 8e, racontaient des voyages dans l'au-delà. Phénomène, me semble-t-il, caractéristique du Moyen-Âge. Donc, j'ai proposé aux membres de mon séminaire de lire, d'expliquer, de voir ce que montraient les récits, qui étaient assez nombreux, de voyages dans l'au-delà, qui aboutiront, comme on sait, à un grand chef-d'œuvre littéraire, c'est la Divine Comédie de Dante, et le voyage de Dante et de Virgile dans l'au-delà. Et en faisant ces explications, qui, comme toute bonne explication, doit être une traduction, mais je glisserai, sans entrer dans un débat qui pourrait soulever un petit peu de la houle, que j'estime que la traduction est impossible, car je pense que chaque langue a son génie, sa spécificité, qu'on peut essayer d'en approcher le sens véritable et le sens profond, mais je ne crois pas dans la possibilité d'une véritable traduction, alors que le travail de séminaire qui consiste précisément, sans aboutir à des traductions qui seraient publiées, mais à essayer de comprendre au plus près ce qui signifie le texte, puisque nous sommes dans une civilisation et à une période où l'essentiel des textes est en latin. Donc, en étudiant ces textes, dans cet au-delà qui, comme tous les pays, je le répète, a une géographie, je me suis aperçu que, à partir des deux lieux fondamentaux, qui sont l'enfer et le paradis, où l'on retrouve ce qui est caractéristique de la civilisation médiévale, la supériorité du haut sur le bas et évidemment la supériorité du ciel sur l'intérieur de la terre, il y avait des régions indécises, des régions où on n'était pas au jugement dernier ou à la mort, car là c'est un autre problème très important, parce que je crois que un des temps les plus importants pour les chrétiens du Moyen-Âge, c'est le temps qui sépare le moment de la mort du moment de la résurrection. Il n'y a donc pas, à l'ultime moment, mort ou résurrection, soit condamnation perpétuelle à l'enfer ou au paradis, mais que dans un certain nombre de cas, on erre plus ou moins un certain temps dans des régions imprécises où tout n'est pas rose, qui ne sont pas des banlieues du ciel, qui seraient plutôt des banlieues de l'enfer, mais d'où l'on sort à la fin pour aller au paradis. Et la fonction de ces lieux, c'est qu'on y est
purger de ce qui vous reste des péchés que l'on n'a pas confessés avant la mort. Nous retrouvons ici la particularité chrétienne d'une notion religieuse fondamentale qui est la notion de souillure. La souillure chrétienne, c'est le péché. Il s'agissait donc d'être purgé du péché. Et les endroits où se passaient ces purgations s'appelaient précisément loca purgatoria, les lieux où l'on purge, purgatoire. Et comme le principal instrument de cette purgation, c'était le feu, remontant une très vieille croyance sur le feu comme outil de purification, remontant certainement à la préhistoire, on y trouvait donc le feu purgatoire, ignis purgatorius. Mais purgatoire n'était qu'un adjectif et n'était employé que comme épithète dans ces deux expressions. Et puis, vers le milieu du XIIe siècle, je vois de plus en plus fréquemment apparaître un mot, un substantif, pour définir cette région qui, du même coup, prend des frontières plus précises. Y a-t-il un rapport avec le fait que sur Terre, ça va être aussi le moment où on trace des frontières plus précises? Ce n'est pas le problème qui m'a le plus intéressé. Ce qui m'a intéressé quand même, c'est la solidification d'un lieu à l'intérieur de l'au-delà. Et ce lieu, c'est donc appelé le purgatoire. Et j'ai donc essayé d'expliquer pourquoi était né à cette époque le purgatoire. Alors je dis tout de suite que, bien entendu, d'entrée de jeu, je n'ai pas fait œuvre de théologien. Je ne suis pas un théologien, l'historien n'est pas un théologien. Ce qui s'énonce sous une forme théologique, c'est un document de caractère humain pour l'historien. J'ai tenu à le préciser et à dire que dans le terme que j'ai retenu, la naissance du purgatoire, j'ai bien voulu montrer qu'il s'agissait de l'apparition d'un lieu qui était longtemps resté enfermé comme un fœtus, si je peux dire, dans le ventre de la croyance médiévale, et non pas une création, ce qui n'appartient qu'à Dieu. Et l'historien n'a pas à se substituer à Dieu. Il peut faire œuvre de sage-femme, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, mais il ne se substitue pas. J'ai essayé aussi de montrer que cette naissance n'avait pas une seule cause, mais qu'elle en avait plusieurs, mais convergentes, et qui formaient un système. Car c'est ce que j'ai essayé de substituer aux mono-explications, qu'il s'agisse du marxisme vulgaire et de l'économie, ou de ce remplacement tout aussi vulgaire et tout aussi faux qu'a été la tentation à laquelle beaucoup d'historiens ont succombé pendant un certain temps, de remplacer comme monocausalité la mentalité.
tout sortait de mentalité, tout était de mentalité. Donc, un complexe, un ensemble, mais structuré. C'était pas un ramassis de causes, c'était un ensemble structuré de causes qui allait à la fois de l'évolution de la société, dans laquelle on voyait que entre les deux catégories sociales opposées qui décrivaient la société du haut Moyen Âge, les puissants et les pauvres, il y avait désormais tendance à une structure tripartite de la société qui s'exprimait le mieux, à mon sens, par des mots qui étaient des mots de niveau, où il y avait les supérieurs, les moyens et les inférieurs, superiores, mediocres, et que ainsi il y avait un entre-deux dans l'au-delà. Mais, chose très importante, cet entre-deux, il n'avait qu'un seul point d'aboutissement. C'était le paradis. Quand on avait été placé à la mort dans le purgatoire, on ne risquait plus de tomber dans l'enfer. On était désigné pour comment s'insérer dans ce nouveau système une autre notion d'extrême importance, qui était la notion de proportion. Eh bien, par le nombre d'années que l'on passait au purgatoire. Car pour moi, je ne sais pas qui a inventé ça, hein, ils sont plusieurs, on en discutait sans aucun doute dans les églises, dans certains couvents aussi, parce qu'il y a eu des milieux monastiques qui ont contribué à cette naissance du purgatoire. Eh bien, c'était le problème du temps que l'on passait au purgatoire. Or, il y avait là, visiblement, des préoccupations d'ordre non seulement numérique, mais je dirais plus précisément arithmétique, qui ont dû certainement jouer. Or, dans un livre que je considère comme un des grands livres de l'histoire médiévale, Alexander Murray a décrit cette période, milieu XIIe, milieu XIIIe siècle, comme une période d'essor de l'arithmétique. Et d'autre part, fin du XIIe siècle, c'est une période où il y a eu de nouvelles traductions du grec en latin, on est encore dans le latin d'Euclide, et ces traductions ont été plus exactes, plus précises, et faisaient une grande place à la notion de proportion. Alors, il fallait encore expliquer ça. Il me semble que un des points essentiels, c'est que comment l'Église et à sa suite la grande majorité des fidèles envisageait-il l'avenir de l'humanité? L'idée était une idée pessimiste. L'idée était une idée de décadence. C'était la vieille théorie des 4 âges de la vie, et le 4e âge, qui était celui en quelque sorte de l'agonie,
proche de la mort était celui dans lequel on se trouvait au XIe et encore au début du XIIe siècle. Si le passage par le purgatoire ne peut se terminer que dans le ciel, que dans le paradis, c'est que le mouvement de l'histoire est renversé. Et ceci est parallèle, c'est nettement différent, mais c'est quand même parallèle au mouvement millénariste de l'époque. N'oublions pas que le moment où naît le purgatoire est le moment où se déchaîne Joachim de Flore. Alors il me semble que tout cela allait dans un sens et que ce purgatoire qui semblait, je ne sais pas quoi, là, un élément de troisième ou quatrième zone, devenait le grand témoin d'un basculement, je dirais, de la société médiévale. Et ce n'est pas un hasard si le purgatoire est devenu un des thèmes favoris de la nouvelle prédication, celle des ordres mendiants. Les ordres mendiants sont devenus, je dirais presque les champions du purgatoire, parce que ils étaient les représentants de la nouvelle religiosité et d'une réadaptation du christianisme à la nouvelle société. Alors, il y aurait eu une autre étude à faire, qui a été partiellement faite par certains, qui est très intéressante, mais que je n'ai pas faite, je pensais que j'en avais assez fait, qui était d'étudier les résistances au purgatoire, car il y a eu évidemment, je dirais, des résistances, la cerise sur le gâteau, en étudiant un des textes les plus intéressants de cette période. Nous sommes dans les années 1220, au début du XIIIe siècle. C'est le dialogue des miracles du cistercien Césaire de Heisterbach, Caesarius von Heisterbach, qui raconte une histoire de purgatoire. C'est l'histoire de l'usurier de Liège, qui, dans une période où l'on estime encore ce qui va s'arranger au cours du XIIIe siècle, parce que ça va aider beaucoup de gens, le purgatoire, que l'usure conduit fatalement à l'enfer. Donc, cet usurier de Liège, qui avait une femme très aimante, et qui, quand il a été enterré dans le cimetière de Liège, sa veuve s'est faite recluse près de sa tombe, mais sans prier pour son âme, car elle pensait que c'était désespéré, qu'il n'y avait rien à faire. Bon, l'usurier. Et puis, voilà-t-il pas qu'un beau jour, l'usurier sort de son tombeau avec, vêtu d'une robe qui est à moitié en hauteur, en moitié blanche et à moitié noire. Et elle est stupéfaite. Et il lui dit, mais oui, il a dit, c'est ta dévotion qui a fait que j'ai été purgé de la moitié de mon péché d'usure. Continue à rester là, mets-toi à prier encore plus fort, et je crois que ça avait duré 7 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Dans 7 ou 9 ans, ce qui ne faisait pas peur à la femme, qui au contraire était ravie de montrer ce dévouement à son époux, je serai complètement purgé, je viendrai te me montrer à toi, tu verras, je serai tout blanc et j'irai au paradis. Et le texte de Césaire de Heisterbach,
qui est une sorte d'exemplum, c'est-à-dire ces petites histoires que nous avons étudiées, toi et moi, avec d'autres amis, et dont les prédicateurs truffaient leurs sermons, se terminaient par cette phrase extraordinaire: Purgatorium est spes. Le purgatoire, c'est l'espoir. Et il m'a donc semblé qu'il y avait avec le purgatoire l'affirmation d'une dimension qui avait toujours existé dans le christianisme, l'espérance étant une des vertus théologales, mais qui, je crois, s'agissant de la croyance dans l'au-delà, ne s'était jamais exprimée d'une telle façon dans des comportements dévotionnels, et en particulier à propos de... L'exemple de l'usurier de Liège montre que cette réflexion sur le nombre, sur l'arithmétique est appliquée. C'est-à-dire que les proportions, c'est une manière de mesurer le temps pour agir sur le temps. Absolument. Et surtout pour maîtriser même le temps de l'au-delà. Absolument. Et une des conséquences très importantes, car je ne crois vraiment pas avoir exagéré l'importance du purgatoire. Parce que là où il n'a pas créé du nouveau, il a témoigné qu'il s'était produit des changements et des nouveaux. Le droit canonique, qui était en pleine formation à cette époque, avait défini quelle était la juridiction dont dépendaient les hommes et les femmes pendant leur vie et après leur mort. C'était ce que l'on appelait le fort, il vient du forum bien entendu, et sur terre, le droit qui régit les hommes et les femmes, c'est le fort ecclésiastique, mais auparavant, seul Dieu pouvait, par son droit, car de même que Dieu, sauf miracle auquel il recourt exceptionnellement, respecte la nature, il respecte aussi le droit qu'il a institué, il n'y a plus que lui qui peut prendre des décisions pour les morts. Or, les âmes du purgatoire ont pris pour elles, et bien entendu, l'Église toujours présente, l'Église toujours prête à dominer et à ramener à elle, avait institué les dévotions qui permettaient de racheter les âmes du purgatoire et de diminuer leur temps de purgatoire. C'était la prière, mieux encore l'aumône, et mieux encore la messe. Or, l'aumône, elle est distribuée par l'intermédiaire de l'Église, et la messe, c'est le prêtre, qui seul peut dire. Par conséquent, l'Église était maîtresse d'une partie du destin de l'homme dans le purgatoire, et les canonistes ont eu cette définition géniale que le purgatoire relevait du fort commun de l'Église et de Dieu. Donc en fait, c'est aussi une augmentation de la puissance de l'Église. Tirer un intérêt matériel sans vouloir en faire la cause du processus, un intérêt matériel énorme de cette économie. On sait ensuite que l'Église a tripoté tout ça et que... Le problème des indulgences qui se greffe là-dessus et qui s'est développé. Et qui aboutira entre autres à Luther, mais ce n'est pas notre problème. En parlant de cette maîtrise des hommes, et notamment de l'Église, mais pas seulement de l'Église, sur ce temps, et ce temps qui n'appartenait qu'à Dieu,
est-ce qu'on ne rejoint pas une des idées qui t'est chère, c'est de cette idée au XIIIe siècle surtout de ce que tu appelles la descente des valeurs du ciel sur la terre, donc une socialisation, une humanation en somme de valeurs qui n'appartenaient qu'à la puissance divine. Je continuais à réfléchir sur ce qui fait agir les hommes et les femmes. Et en définitive, pour employer les grands mots, qu'est-ce qui fait l'histoire? Et je n'étais pas satisfait. Même si j'avais un peu contribué à préciser ou à compliquer certains processus, par le fait que c'était des processus en quelque sorte neutres. Que c'était des concepts qui étaient des concepts non valorisés. Or, me semble-t-il, les hommes et les femmes sont attirés par des valeurs. Ceci aussi bien sur Terre que dans l'au-delà pour faire leur salut. Le christianisme avait très bien compris ça. Et l'Église avait bien précisé la piété, les actes qui permettaient d'obtenir ces valeurs, de rejoindre ces valeurs, mais qui étaient toutes situées dans le ciel. Et d'ailleurs, l'échelle de Jacob, d'une certaine façon, était une image de cette humanité située au rez-de-chaussée et qui devait s'élever et aller dans le ciel pour trouver des valeurs. Et il me semble que du XIIe au XIIIe siècle, l'essentiel de l'activité, l'essentiel de la mentalité des hommes et des femmes a institué un système de va-et-vient. Quand je parle de descente des valeurs du ciel sur la terre, comme je vais essayer de le préciser dans un instant, je ne veux pas dire que les valeurs quittent le ciel pour s'installer sur la terre. Mais je veux dire qu'elles s'installent en partie sur la terre et en partie dans le ciel. Et que désormais, c'est par une combinaison d'actes valorisants sur terre et d'aspiration au ciel qu'on fera son salut. Alors ça me paraît formidable. Je pense que c'est, même si historiquement ça ne s'est pas produit, en tout cas pas complètement, c'est la fin du monachisme, mes yeux. Parce que le monachisme, c'était précisément un système où tout était situé dans le ciel. Désormais, il ne suffit pas de faire des dévotions, de faire les prières, de faire les actes de piété que recommande l'Église et de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut aussi, concrètement, positivement, faire sur terre ce qui participe aux valeurs qui sont dans le ciel. J'en ai trouvé un exemple marginal amusant. Je me suis intéressé, parmi les petits objets là que je cherchais un peu, genre purgatoire, au phénomène qui combine l'action du corps et l'action du cœur, de l'âme,
de l'esprit. Ce n'est que tardivement que j'ai esquissé avec la collaboration de Nicolas Truong un petit essai sur une histoire du corps au Moyen-Âge, mais dès mes premiers travaux, je crois que j'ai dit quelle était l'importance du corps dans le système médiéval. Il y a un phénomène qui m'a paru assez intéressant à scruter, c'est le rire. C'est le rire. Le rire, voilà un phénomène qui exprime un sentiment et qui ne peut s'exprimer que à travers le corps. Ne parlons pas du gros rire qui met en jeu le diaphragme, etc. Limitons-nous au rire qui se marque sur le visage. Et cette nécessité de la collaboration du rire, du corps au rire, n'avait bien entendu pas échappé aux moines. Et les moines avaient insisté sur non seulement l'indécence du rire, mais sur le caractère diabolique du rire, sur le fait que le rire était un empêchement au salut. Et même si les moines ne se sentaient pas capables d'imposer aux laïcs de ne pas rire, le rire dans les couvents était évidemment strictement prescrit, et en particulier aux novices. Alors là aussi, j'ai suivi les textes, et en particulier les règlements monastiques et les textes théologiques sur le rire. Et j'ai vu que, tout comme un entre-deux était situé, se dessinait pour l'au-delà avec le purgatoire, une sorte d'entre-deux se dessinait pour le rire. Que si le rire était relativement maîtrisé, que si le rire n'était pas un rire agressif à l'égard du prochain. Parce que ce qui était aussi reproché au rire, c'était d'être une sorte d'agression sonore du prochain. On riait de quelqu'un ou de quelque chose. Eh bien, le rire mesuré était autorisé. Et puis alors, ça s'est épanoui dans les grandes sommes scolastiques du XIIIe siècle. Ça a été un de mes grands étonnements de voir que dans toutes les grandes sommes monastiques du XIIIe siècle, que ce soit chez Albert le Grand, que ce soit chez Thomas d'Aquin, que ce soit chez Roger Bacon, il y avait un chapitre des risous, du rire. Et celui qui, ce qui ne m'étonne pas parce que c'est le scolastique pour qui j'ai le plus d'admiration, c'est Albert le Grand. Albert le Grand disait qu'on peut même considérer le rire comme, non pas un écho proprement parlé, mais comme l'annonce du rire qui pourra résonner au paradis quand les élus verront Dieu face à face. Que dire de mieux? Que dire de mieux sur le rire? Saint Thomas d'Aquin, dans le même temps, faisait un peu la même chose pour le plaisir. Hein. Il ouvrait les possibilités
Il m'a semblé qu'une notion qui n'avait pas été intégrée, à ma connaissance, par les historiens dans leur outillage conceptuel et dans leur système de réflexion et d'explication, méritait d'être intégrée sur le modèle, bien que s'agissant de quelque chose d'assez différent et à mon sens de plus intéressant, de ce que certains philosophes avaient fait autour de 1900, où, je crois que ce sont les positivistes, je ne sais pas exactement très bien, mais il y avait eu un courant philosophique qui avait créé le terme d'idée-force. Ce qui est intéressant parce que ça ajoute au contenu purement spéculatif l'idée d'un moteur, l'idée d'un élan, une sorte de composante affective. Et il m'a semblé que dans le domaine général des conceptions les plus larges, là je retrouvais presque les mentalités. Des mentalités, ce qui en définitive faisait agir les hommes et les femmes d'une société, d'une période, c'était les valeurs. Et bien entendu, face aux religions qui seraient tentées d'estimer que les valeurs sont éternelles, j'avance que les valeurs sont soumises à évolution. Je pense qu'on le voit très bien aujourd'hui, et justement cette notion de valeur comme un thème, comme une idée mobilisatrice, attractive en quelque sorte. Hein. C'est ça qui fait que les hommes se mobilisent pour des valeurs. Hein. On pourrait penser que ça ouvre la voie à une lecture même politique des valeurs. Est-ce que justement, aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi on assiste en Europe? Puisqu'on cherche tous les uns et les autres à donner une définition de l'Europe, qu'est-ce qui fait l'Europe, sinon un certain nombre de valeurs qui sont au-delà des principes qui sont édictés de façon abstraite? Il y a parmi ces principes des idées qui mobilisent, qui sont susceptibles de réunir les gens, quelles que soient par ailleurs les définitions géographiques ou historiques que l'on puisse donner à l'Europe. Est-ce que ça n'est pas justement quelque chose une notion qui est tout à fait portée aujourd'hui par le mouvement même de l'histoire? Il ne reste plus qu'à organiser avec nos collègues brésiliens un colloque valeurs brésiliennes et valeurs européennes du XVIe au XXIe siècle.